Sunkalo Solidarité édition 2026 prend son envol et c'est le Premier ministre qui a donné le top départ au nom du président de la transition. L'initiative sert à renforcer les liens entre nos communautés à Bamako et à Kati. 80 sites seront aménagés et serviront de lieu pour distribuer des kits alimentaires. On écoutera le général de division Abdoulaye Maïga dès le début de ce journal. La religion comme message fort d'union, de solidarité et surtout de cohabitation dans la tolérance et le respect de l'autre. Ici au Mali, nous assistons à cette situation où communautés musulmanes et chrétiennes observent ensemble le carême et le ramadan. Dourache Diakité nous propose dans ce grand format ce vivre ensemble qui n'a pas son pareil nulle part ailleurs. Journée de sensibilisation sur les méfaits des drogues et assimilés ainsi que sur le VIH-Sida. Elle s'adressait aux agents de la police et des sapeurs-pompiers, une initiative du Centre de médecine du sport du Mali. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Sunkalo Solidarité 2026. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé cet après-midi au nom du président de la transition au lancement des activités de la 3e édition, placée sous le parrainage du général d'armée Assimi Goïta. Cette initiative sert à renforcer les liens entre les communautés et soulager les populations en cette période de Ramadan et de Carême. Au total, 80 sites sont aménagés à Bamako, Kati, à l'intérieur du pays. Des kits alimentaires seront distribués par jour et par site pendant tout le mois avec l'accompagnement du commissariat à la sécurité alimentaire. 600 tonnes de riz seront à la disposition des régions, du district et de certains départements ministériels. Dans son discours de lancement, le Premier ministre a déclaré que Sunkalo Solidarité est un message fort du président de la transition sur l'unité nationale, le partage et la fraternité. Et en attendant le reportage complet dans nos futures éditions, nous vous proposons un extrait de son discours, des propos choisis par Mamari Kone et Aliou Touri. Le Ramadan est un moment particulier dans la vie de notre nation. Il est un temps de spiritualité, de purification intérieure, mais aussi et surtout un temps de partage, de solidarité et d'attention envers les personnes les plus vulnérables. Ces valeurs profondément ancrées dans notre culture et dans nos traditions constituent le socle de notre vivre ensemble. Le gouvernement, fidèle à la vision des plus hautes autorités de la transition, a voulu traduire ces valeurs en actions concrètes, visibles et utiles pour nos braves populations. À travers l'opération Sunkalo Solidarité, nous affirmons cette conviction profonde, exprimée sans cesse par le chef de l'État, à savoir, je cite, « Aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés ». Fin de citation. La solidarité doit en effet s'affirmer durant toute l'année, et particulièrement pendant ce mois sacré. Mesdames et messieurs, cette initiative va se déployer sur 19 sites à Bamako, 4 sites à Kati, ainsi que dans les régions, en raison de 3 sites par région. Cette initiative prévoit notamment l'organisation de soirées de rupture collective des jeunes ouvertes aux personnes les plus démunies, la distribution gratuite de repas pour soutenir des familles en difficulté, l'organisation de prières collectives afin de renforcer la cohésion spirituelle et nationale, la distribution, la veille de la fête de Ramadan, de kits de fête comprenant des vêtements et des chaussures pour redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, la mise en place de consultations médicales gratuites pour rapprocher davantage les services de santé des populations les plus nécessiteuses. Je voudrais saluer particulièrement la contribution déterminante du commissariat à la sécurité alimentaire, dont l'engagement démontre la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour atténuer les charges financières qui pèsent sur nos concitoyens durant cette période. Au-delà de l'assistance matérielle, Sunkalo Solidarité est un message fort de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celui de l'unité nationale, du partage et de la fraternité. Dans un contexte éprouvant pour notre pays, la solidarité doit rester notre plus grande force. La solidarité n'est pas seulement une action gouvernementale, elle est une responsabilité nationale. J'invite toutes les institutions, les organisations religieuses, les acteurs économiques, la société civile et chaque citoyen à s'inscrire dans cet élan collectif.
Voyons comment Badiagara organise déjà son Soukalo Solidarité, le lancement avec le gouverneur Olivier Diastana. Un rendez-vous du cœur et du partage, nous disent Agibou Koulibaly et Mohamed Koulibaly. Dans la cité des falaises, où l'histoire enseigne déjà l'art de vivre ensemble, autorités administratives, responsables religieux, musulmans et chrétiens ont parlé d'une seule voix, celle de la fraternité agissante. Cette convergence spirituelle constitue une école de tolérance grandeur nature. Cette communauté religieuse, chrétienne ou musulmane, c'est Dieu qui les a mariés aujourd'hui, en faisant le premier jour du mois de Carême, le premier jour aussi du jeûne. Donc cet mariage, que ce soit l'arrivée aussi de la paix dans ce pays pour tout le monde. Nous sommes vraiment très contents d'être parmi nos frères musulmans et aussi chrétiens catholiques. Et c'est vraiment montrer la solidarité entre nous, l'entente et l'unité. À tous les musulmans, nos frères et sœurs, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur exauce nos prières. Nous aussi, les chrétiens, nous avons commencé ce temps fort de carême, un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de donner l'aumône. Sur le plan pratique, l'opération repose sur une logistique de proximité. 3 sites stratégiques, la première mosquée de la ville, celle de Seydou Nantoumé et la paroisse catholique, accueillent chaque jour la distribution de 400 kits de repas durant toute la période du jeûne. Que le Tout-Puissant, Seigneur des mondes et Père miséricordieux, agrée nos prières, répande ses bénédictions sur la région de Badiangara, protège le Mali et guide nos pas vers un avenir de stabilité, de sécurité et de prospérité partagée. À Badiangara, cette édition 2026 de Soukalo Solidarité démontre que lorsque Ramadan et Carême se croisent, ils ne se disputent pas le calendrier. Ils se donnent la main et ici, musulmans et chrétiens semblent avoir trouvé une formule locale de vivre ensemble, prier chacun selon sa foi, mais servir ensemble la même cause. Et pour passer un bon mois de Ramadan, il faut que les marchés soient bien approvisionnés en denrées de première nécessité et que les prix soient stables. À San et à Mopti, c'est le constat fait en tout cas par les chefs de l'autorité régionale qui ont sillonné quelques magasins de stockage. La correspondance de Drissa Kone, Boubacar Sankari. Première étape de cette visite, les établissements Gakoy et Frères à Sévaré. Ici, la quantité de riz disponible avoisine les 2000 tonnes. Autre magasin de vente de riz visité à Sévaré, les établissements Assitan Kouma et Frères, l'agence Mali Import-Export et Planète Distribution. Les quantités disponibles varient entre 1100 tonnes et 200 tonnes. Le riz est vraiment là, le stock par rapport au mois de Ramadan. Je pense que le marché, il n'y aura aucune inquiétude par rapport à ça, parce qu'on a vraiment le stock du riz local. La délégation s'est ensuite rendue à Mopti pour visiter des magasins contenant de l'huile, du sucre, du lait en poudre et d'autres denrées alimentaires. Je peux vous assurer que sur ça, il n'y a pas d'inquiétude. Alhamdulillah, avec les prix aussi, c'est très abordable par rapport à l'année passée. Nous avons constaté que le marché est bien fourni, les produits sont disponibles en quantité, en qualité et les prix aussi sont abordables. Les opérateurs économiques sont vraiment disposés à continuer à approvisionner la ville au-delà du mois de Ramadan et la période de Carême. Nous recommandons aux opérateurs économiques de continuer l'approvisionnement de la ville, d'éviter la rétention des produits, la surenchère. L'approvisionnement pour cette période de Carême et de Ramadan semble maîtrisé sur le plan de la quantité. Le véritable défi reste le respect des prix plafonds administrés par le gouvernement afin de sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans le magasin de Bourama Traoré, la délégation a constaté un stock de plusieurs tonnes de mil et de sorgho. Des arrivages sont aussi annoncés sous peu, a laissé entendre le propriétaire du lieu. Idem chez Mamadou Traoré, grossiste de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et plusieurs autres denrées. Nous avons déchargé 60 tonnes ici et il y a également des autres voyages en vue. Le stock qu'on a ici peut couvrir le mois et ça peut même aller au-delà du mois. On peut dire aujourd'hui que le marché est suffisamment approvisionné et les prix sont stables. Bon, par rapport au riz brut importé non parfumé, nous sommes à 20 500 francs le sac.
soit 450 francs le kilo. Bon, le mil, 180 francs le kilo. Le sorgho, 160 francs le kilo. Bon, par rapport au sucre, le prix est à 500 francs le kilo. Malgré ces annonces rassurantes, le colonel-major Ousmane Sangaré est allé constater de visu la disponibilité de l'huile à l'usine Aïssata Sérémé. Nous avons fait le déplacement ce matin dans différents coins de la ville pour voir d'abord la quantité de sucre, de pâtes et tout ce qu'il faut. Ensuite, on a visité un autre magasin de céréales et nous sommes là actuellement à l'usine huilerie Sérémé pour voir la quantité d'huile aussi. D'une manière générale, c'est vraiment rassurant. La région des Sangs ne doit pas souffrir de rupture pendant ce mois de carême et de ramadan. Le prix de la viande reste invariable. Le kilo est à 3 000 francs avec os et 3 500 sans eau. Carême et Ramadan, Soukalo Solidarité, une belle initiative de partage avec comme point focal la religion, des messages forts d'union, de solidarité et surtout de cohabitation dans la tolérance et le respect de l'autre sont cultivés à travers la pratique de la foi. Ici au Mali, nous assistons à cette situation où communautés musulmanes et chrétiennes observent ensemble le Carême et le Ramadan. Dourantier Diakité nous propose dans ce grand format ce vivre ensemble où amour et paix sont les maîtres mots et mieux encore, on les magnifie au quotidien dans les villes et campagnes ici au Mali. Suivons ensemble. Je ne connais pas exactement la dernière date où le carême et le ramadan se sont coïncidés. Si cette année, Dieu a appliqué cela hier, peut-être cela a un grand signe. Une coïncidence spirituelle. Pour l'une des rares fois, le jeûne du carême et du ramadan démarre le même jour en cette année 2026. Ce fait n'est pas fortuit selon certains adeptes du christianisme et de l'islam de la capitale malienne. C'est une aubaine d'adoration mutuelle de Dieu pour consolider les liens sociaux entre les deux communautés. Je pense que c'est Dieu même qui nous donne un bon exemple d'unification et que aujourd'hui on puisse vraiment être vraiment un pays fraternel et que tout le monde se donne la main et que nous prions tous, musulmans comme chrétiens, pour qu'aujourd'hui nous retrouvons la paix. Il revient à nous, les musulmans et nous, les chrétiens, de voir comment tirer profit de cela. Parce que les chrétiens vont prier, ils vont jeûner, ils vont faire des aumônes. Les musulmans aussi vont faire autant. Alors dans ce cas, toutes ces prières, toutes ces bénédictions qui seront faites par les musulmans, qui seront faites par les chrétiens, ne feront que rehausser, attirer la clémence divine sur notre pays, sur nos familles. En plus des dévotions, il est recommandé aux fidèles de multiplier les gestes de partage et de solidarité pendant cette période sacrée. Si quelqu'un a eu l'occasion d'aider son ami, même si ce n'est pas un musulman, tu peux lui aider s'il est en besoin. Il y a un lien qui est pacifique. Il y a un lien on peut collaborer ensemble au service de la société. Le carême et le ramadan ont des points communs. Jeûner, prier Dieu dans les mosquées, églises ou en famille pour la purification de l'âme. En tout cas, nous avons la même orientation de plaire à Dieu, de le connaître et de marcher dans ses voies. Je pense que si chacun se focalise à cela pourra être d'un grand apport pour nous-mêmes, pour notre salut, et un grand apport aussi pour le salut de cette nation. Donc c'est un facteur de cohésion sociale, un facteur d'unité, un facteur de se pardonner mutuellement, comme il a dit, et un facteur de marche d'ensemble, de bâtir ensemble. Bon, on profite de passer ce moment-là, nous, les musulmans, avec les chrétiens ensemble, à nous soumettre à la réalité de Dieu, à la réalité des religions. On doit adorer Dieu ensemble, on doit aider l'un l'autre sur l'esprit de la religion. Dans l'accomplissement des devoirs religieux, la rigueur et la prudence sont les maîtres mots. On doit éviter toutes sortes de discriminations entre les deux religions. On doit vivre ensemble pour montrer l'unité nationale, le renforcement des capacités intellectuelles et religieuses et culturelles entre
les deux religions. Le ramadan et le carême sont des moments de recueillement, d'abstinence de nos vices. Cette coïncidence entre les deux est considérée par nos interlocuteurs comme une opportunité de raffermir les liens sociaux. Et nous avons ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. La délivrance digitale inaugurale du casier judiciaire et du certificat de nationalité a fait l'objet d'une cérémonie inscrite au programme des activités de la 4e édition de la Semaine de la Justice qui s'est déroulée le 10 février 2026 au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Cependant, en raison de certaines formalités administratives nécessaires à l'accès numérique de ces documents pour toutes les Maliennes et tous les Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur, il est porté à la connaissance de l'opinion que la mise en service de la plateforme e-justice va connaître un léger différé. Aussi, le lancement officiel de l'opérationnalisation effective de la dite plateforme feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le ministre plutôt de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, appelle la population à la vigilance et à la prudence pour éviter tout désagrément. Journée de sensibilisation sur les méfaits des drogues et assimilés ainsi que sur le VIH-Sida. Elle s'adressait aux agents de police et des sapeurs-pompiers, une initiative du Centre de médecine du sport du Mali. La cérémonie de lancement co-présidée par les ministres en charge des sports et celui de la protection civile. Draman Sanougo, Mahamadou Silibé, compte rendu. Dans un contexte où la santé des forces vives conditionne la sécurité nationale, le Mali affiche une ambition claire, bâtir une nation sans dopage, sans drogue et sans VIH-Sida. Une vision forte qui a poussé les autorités de la transition à passer à l'action. Cette journée de sensibilisation révèle une dimension plus salutaire car la lutte contre le VIH-Sida, le dopage et la drogue passe avant tout par une prise de conscience collective de nos différentes couches sociales. Ces fléaux constituent aujourd'hui des défis majeurs pour notre État. Il affecte non seulement la santé publique, mais également la discipline, la performance professionnelle, la cohésion sociale et la sécurité nationale. Les plus hautes autorités du pays, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, sont résolument engagés contre ces fléaux et ne ménagent aucun effort pour sauvegarder la santé de la population et assurer son bien-être. La lutte contre le dopage, la drogue et le VIH-Sida consiste à préserver la force humaine de la nation. Le dopage dans le sport, loin d'être un simple problème de performance, est une menace réelle. Il détruit la santé des jeunes, fausse les valeurs du sport, encourage la tricherie et ouvre souvent la voie à la consommation de substances illicites, plus dangereuses encore. La drogue, quant à elle, est un fléau silencieux et dévastateur. Elle fragilise nos familles, alimente la criminalité, compromet l'avenir de notre jeunesse et affaiblit la cohésion sociale. Aucune nation ne peut prétendre se développer durablement en laissant prospérer ce mal. Quant au VIH-Sida, il demeure une réalité dans notre pays. Au terme de cette journée d'échange franc et d'engagement fort, policiers et sapeurs-pompiers repartent mi-armés, non seulement pour protéger les populations, mais aussi pour se protéger eux-mêmes contre les pièges du dopage, de la drogue et du VIH-Sida. Le programme alimentaire mondial PAM pour le compte du Mali élabore son plan stratégique 2027-2031 tenu d'un atelier national stratégique. Pour en discuter, nous fait savoir Boubacar Bablitouri. Plus d'une centaine d'acteurs issus des départements de la santé, de l'agriculture, des affaires étrangères, de l'éducation ainsi que des organisations non gouvernementales ont pris part à l'atelier national de consultation stratégique pays. Initié par le programme alimentaire mondial PAM en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cette rencontre se veut un véritable cadre d'échange et de concertation. Objectif, aboutir à l'élaboration d'un document stratégique de référence qui orientera les interventions du PAM au Mali pour les 5 prochaines années. La PAM veille bien sûr
à ce que ce document, le plan stratégique pays, va être très bien articulé avec d'autres cadres très importants. Alors il y a les ODD, bien sûr, tels comme décrit dans la vision Mali 2063 et dans le SNED. Le programme précédent a déjà enregistré des résultats particulièrement encourageants, notamment en milieu scolaire. L'exemple de l'école fondamentale de Boadjé, dans la région de Ségou, en est une illustration concrète. Grâce aux cantines scolaires et aux appuis nutritionnels, la fréquentation et le maintien des élèves se sont nettement améliorés. Avant l'avènement de la cantine scolaire dans mon école, j'avais un effectif de 514 élèves. La première année de la cantine, j'ai eu un effectif de 661, mais à l'exercice 2025-26, nous sommes à 679, dont 324 garçons et 355 filles. Le plan stratégique pays 2027-2031 doit s'aligner pleinement sur les orientations et les priorités nationales. Il devra également tirer les enseignements des cycles précédents, particulièrement le plan 2020-2026, afin d'anticiper sur les contraintes structurelles et proposer des réponses adaptées aux défis majeurs. Au cours des travaux, les participants ont bénéficié d'une présentation détaillée des besoins alimentaires et nutritionnels du pays, ainsi que des principales activités prévues dans le cadre du plan stratégique du programme alimentaire mondial pour la période 2027-2031. Une feuille de route ambitieuse pensée pour répondre efficacement aux défis persistants de l'insécurité alimentaire et contribuer durablement au développement du Mali. Incontournable dans la connaissance de soi, la langue maternelle détermine pour chacun de nous une bonne partie de notre provenance. Pour moi, c'est le Bambara. Et pour vous? En tout cas, si vous avez la réponse, occasion vous est offerte demain, samedi 21 février, journée internationale de la langue maternelle, de le connaître à travers les différentes activités organisées. Le ministre de l'Éducation nationale nous parle de l'importance de cette journée pour le Mali. Il est au micro de Awa Adama Koulibaly et Idrissa Traoré. Le thème national retenu est jeunesse et valorisation du multilinguisme au Mali. Mobilisation des technologies et création de contenus numériques. L'orientation est stratégique. Nos langues doivent vivre dans l'espace numérique. Elles doivent être présentes dans les applications, les plateformes, les bibliothèques numériques, les contenus éducatifs. Cette dynamique s'inscrit dans la vision de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'AES place la jeunesse au cœur de la transformation éducative et technologique. La promotion du multilinguisme renforce l'intégration régionale. J'exprime ma reconnaissance à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Son engagement indéniable s'est une fois de plus manifesté à travers le décret qui fait de la période 2026-2027 l'année de l'éducation et de la culture. J'invite la jeunesse à s'exprimer, à créer, à produire des contenus dans nos langues. J'invite les parents à parler leur langue à leurs enfants, les enseignants à renforcer l'éducation bilingue et multilingue, les chercheurs, les développeurs et les créateurs à investir l'espace numérique. La langue maternelle est une chance. Oui, la langue maternelle est une chance. Les autorités renforcent les capacités des étudiants en master et en doctorat. Ceci à travers la signature des mémorandums d'entente entre le ministère en charge de l'enseignement supérieur et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce partenariat porte sur la recherche scientifique, l'action publique et le bien-être des enfants au Mali. Djemba Moussa Kounati.
Ce mémorandum d'entente qui vient d'être signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF est un document de 7 pages. La mise en œuvre de ce document permettra de renforcer durablement la place de la science, de la recherche et de l'innovation dans l'amélioration du bien-être des enfants au Mali. À travers ce mémorandum, nos institutions s'engagent à renforcer les capacités nationales. L'intégration des sciences sociales et comportementales dans les curricula universitaires permettra de former de futurs praticiens, chercheurs et décideurs qui auront à concevoir et piloter les politiques de demain. À travers cette signature du mémorandum d'entente, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'UNICEF entendent placer la connaissance au cœur des politiques publiques dédiées à l'enfance. Ces partenariats s'articulent autour de quatre axes essentiels. Premièrement, la production de données probantes et de recherches appliquées. Deuxièmement, le renforcement des capacités nationales. Il s'agit de bâtir des compétences durables au service du développement humain en harmonie avec nos valeurs. Troisièmement, la diffusion et la valorisation des connaissances. La recherche ne doit pas rester confinée dans les bibliothèques universitaires. Quatrièmement, la mise en place d'un groupe de réflexion stratégique. Ce cadre permettra d'anticiper les défis, d'analyser les transformations sociales et de proposer des orientations innovantes pour améliorer le bien-être des enfants et des communautés. Cette collaboration devra aboutir à des recherches de qualité, des politiques mieux informées, des universités plus dynamiques, la finalité recherchée étant l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'université de Ségou délocalise la 16e session de son conseil d'administration à Bamako. Fademba Keita pour nous en parler. La 6e session de l'université de Ségou se tient dans un contexte émotionnel puisque l'intercession a été marquée par la perte de 3 de ses agents. Malgré cet état de fait, courant l'année universitaire 2024-2025, les activités pédagogiques ont été pleinement assurées dans les 4 structures de formation. C'est donc en fonction des contraintes liées à la croissance des effectifs estimés à 13 829 étudiants, dont 38% des femmes, aux capacités d'accueil limitées et à plusieurs autres paramètres que des documents structurants sont soumis à l'appréciation des administrateurs. L'année 2025 a été marquée par la mise en œuvre effective du dispositif renforcé de gestion et de programmation des cours fondé sur l'application d'une note de service spécifique et l'utilisation des logiciels de planification désormais déployés dans l'ensemble des structures de formation. Ce dispositif a permis de mieux maîtriser la répartition des charges horaires, de réduire les chevauchements de cours, de mieux encadrer les heures supplémentaires et d'améliorer la traçabilité des enseignements avec l'appui d'un cahier d'émargement journalier. Les résultats enregistrés ont émerveillé les autorités du pays, d'où cette nette hausse du budget prévisionnel qui est passé de 3 800 millions à plus de 4 milliards de francs CFA. C'est pour permettre au personnel de mieux faire face à ses obligations. La question des arrêts d'heures supplémentaires et des frais liés aux examens, estimés à plusieurs milliards de francs CFA, demeure un enjeu majeur pour la stabilité financière et sociale de l'institution. Malgré les contraintes, l'année 2025 a enregistré des avancées notables en matière de partenariat, notamment l'éclairage des voies d'accès et de la cour de l'université par des lampadaires solaires offerts par le premier Mali pour un montant de 30 millions de francs CFA. L'appui de l'AGEFO pour la construction d'une salle informatique équipée à l'UEP. L'université de Ségou est un établissement clé qui forme les professionnels qualifiés en agronomie, en sciences sociales, en génie via son institut de formation professionnelle. Elle vise l'excellence académique pour répondre aux besoins économiques locaux et nationaux. Cette session va nous permettre d'évaluer les résultats des activités et l'exécution budgétaire de 2025 et d'examiner et valider le programme et le budget de l'année 2026 de notre université. Une analyse rigoureuse des différents documents s'impose afin que les conclusions et pratiques servent à orienter le recteur et son personnel dans l'exécution efficiente des missions à eux confiées.
L'Institut national de la jeunesse et des sports a tenu la 12e session de son conseil d'administration. Les administrateurs ont examiné et adopté le procès verbal de 2025, le budget de 2026 qui s'élève à plus de 900 millions de francs CFA. On en sait plus avec Mohamed Namakeita. Ils sont réunis ici à la faveur de la 12e session de leur conseil d'administration. Cette réunion se tient dans un contexte économique difficile pour le pays. L'Institut national de la jeunesse et des sports a atteint ses objectifs courant l'année scolaire écoulée grâce à l'engagement de l'ensemble des travailleurs de l'école, surtout de l'accompagnement de l'État. L'année a été une année normale, apaisée. Par rapport aux recommandations aussi formulées ici à la 11e Assemblée, il y a 3 recommandations majeures. Sur les 3 recommandations, il y a 2 qui sont totalement exécutées. Il y a la dernière qui est en cours d'exécution. Donc l'année s'est bien déroulée. On a des perspectives. Les perspectives, c'est l'ouverture, le déroulement, le début des masters. C'est-à-dire les cours vont bientôt commencer. Et puis des travaux de rénovation de l'Institut. L'État poursuivra ses efforts en faveur de l'Institut national de la jeunesse et des sports en 2026. Le budget de cette année s'élève à 900 et quelques millions par rapport à l'année dernière. Ça faisait 700 et quelques millions. Donc il y a une augmentation de 200 et quelques millions. Là, c'est une satisfaction générale. Donc, la plupart des recommandations ont été prises en charge par la direction de l'Institut national des sports. Les documents soumis à l'ordre du jour, une fois validés, permettront à l'Institut national de la jeunesse et des sports de poursuivre sa dynamique de formation des cadres supérieurs de référence au plan national et sous-régional. Les administrateurs du CHU du Point G réunis pour leur 48e session afin de définir les orientations stratégiques de l'établissement. Le point de l'ouverture des travaux, c'est avec Koumba Sissi. Réunis pour une cause commune, les administrateurs du CHU du Point G échangent afin de tracer l'avenir de l'hôpital à travers l'analyse et la validation de divers documents. Au cours de cette 48e session, le bilan de l'année écoulée a été présenté. Parmi les activités, 43 860 consultations ont été réalisées. Au titre des activités médico-techniques, nous avons eu 11 307 hospitalisations, 31 162 séances de dialyse ont été également réalisées. Le bilan financier, les ressources propres ont apporté 1 167 928 318 francs CFA. La subvention de l'État a été à hauteur de 5 767 900 000. Les perspectives prévisionnelles au titre de l'année 2026 sont estimés à 7 729 136 610 francs, soit une augmentation de 9,11%. Les plateaux techniques de certaines unités ont également connu des améliorations. L'hôpital du Point G a continué à résoudre les défis du relèvement du plateau technique des services, la médecine nucléaire, le laboratoire de biologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, la néphrologie, l'imagerie. Et le problème, l'interconnexion des services dans le cadre de l'informatisation des hôpitaux. En 2026, la direction du CHU Point G a dans son agenda la construction d'un service de psychiatrie, le démarrage des travaux de construction du service de chirurgie cardiaque, la création d'un service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, d'un service de médecine du travail, la construction d'un nouveau magasin de stockage des intrants de dialyse et la poursuite de l'élaboration du projet d'établissement et du manuel de procédures administratives et financières. Poursuivons avec le conseil d'administration de l'agence de développement régional de Sikasso. On en sait plus avec Moussokoro Sérémé et Alissa Nogo. La mobilisation des ressources financières, la gestion des services des collectivités territoriales, la planification du développement régional et local et la maîtrise d'ouvrage des infrastructures et des équipements. Tels sont les principaux chantiers sur lesquels l'ADR Sikasso a concentré ses actions en 2025. Des activités exécutées sur les ressources provenant de l'État et celles des collectivités territoriales dans le cadre des conventions d'assistance et du programme de coopération Mali-UNICEF. L'ADR de Sikasso a montré son efficacité
et son dévouement à apporter son appui aux collectivités territoriales ayant fait la sollicitation. Ainsi, les dépenses exécutées au titre de l'année 2025 sur la subvention de l'État s'élèvent à 125 806 357 francs CFA sur une prévision de 189 millions de francs CFA. Mais derrière cette performance, l'agence a dû faire face à plusieurs défis majeurs. Et à cette 12e session ordinaire, les administrateurs planchent entre autres sur le rapport financier et le compte de gestion 2025, le contrat annuel de performance et les prévisions budgétaires 2026, estimées à plus de 277 millions de francs CFA, soit une diminution de près de 17%. Ces ressources vont nous permettre de consolider les acquis et d'entreprendre aussi d'autres activités, notamment l'élaboration des outils de planification. Ensuite, la mobilisation des ressources est une activité phare. On va continuer l'accompagnement des artisans de la région. Pour mener à bien ces actions prévues en 2026 dans un contexte de réforme, l'ADR Sikasso compte sur l'engagement et le plaidoyer des administrateurs pour défendre la cause et le rôle stratégique des agences dans le dispositif du développement régional. Médecins sans frontières, MSF dresse le bilan de ses activités au Burkina Faso à travers une journée de redevabilité à Ouagadougou. Le compte-rendu de Romial Patrice Toé. Autorités administratives et partenaires techniques venus de plusieurs régions du Burkina Faso s'informent sur les actions menées par Médecins sans frontières MSF. L'organisme humanitaire présent au Burkina Faso depuis 1995 intervient auprès des populations affectées par les conflits, les catastrophes naturelles et les épidémies. Cette journée de redevabilité couplée avec une journée porte ouverte permet à MSF de se faire découvrir davantage. Présente à Burkina Faso depuis plus de 30 ans, MSF reste profondément attaché à ces pays et à ces communautés. Nos équipes interviennent dans plusieurs régions en soutien aux structures de santé. Ces actions sont menées en étroite collaboration avec les acteurs nationaux et locaux. Les activités de MSF couvrent les régions du Goulmou, de la Tapua, du Liptako, des Kulsé, du Bankui, du Soro et du Guiriko. Médecins sans frontières a toujours su s'adapter et adapter ses interventions aux besoins réels des populations en s'appuyant sur notre système de santé, dans le respect des priorités nationales et au service des communautés, tout en favorisant le transfert de compétences et le soutien au personnel médical national. MSF est une association médicale humanitaire internationale créée en 1971 par des médecins et des journalistes. Depuis plus de 50 ans, cette structure apporte dans le monde une assurance médicale aux populations les plus vulnérables. Et dans le cadre des actions pour la défense de la patrie, le gouverneur de la région de Dosso s'est rendu dans les départements de Tibiri et Djondjou. Le résumé de la tournée, c'est avec Manu El Sidou. Échanger avec les vaillantes populations sur l'ordonnance portant mobilisation générale pour la défense de la patrie et le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie d'une part, puis galvaniser davantage nos forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain d'autre part, tels sont les quelques objectifs de ce déplacement du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Ban Alassane, dans les départements de Djondjou et Tibiri. À l'issue de cette première étape, le gouverneur de la région de Dosso s'est intéressé aux différentes positions de nos forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain, ce qui l'a conduit successivement au niveau de la base de la gendarmerie de Guéchémé, au poste de police frontalier de Wadata, celui de Tombombouya, au poste de douane frontalier de Tombombouya, puis au bureau de douane de Doumega, où le chef du bureau, commandant Abdelaziz Moussa, a expliqué aux membres de la mission le fonctionnement de ces 10 bureaux et de ces démembrements qui, malgré le sous-effectif des agents, arrivent à faire de meilleures performances.
Partout, il a trouvé des hommes engagés et déterminés avec un moral haut et un sens de patriotisme élevé, prêts à défendre notre pays. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Dosso leur a transmis les encouragements et les félicitations des plus hautes autorités de notre pays pour leur détermination dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale. La dernière étape a été le village de Loma, dans la commune rurale de Koremairoa, un village situé le long de la frontière avec le Nigeria. Là aussi, comme aux étapes précédentes, le gouverneur Bana Alassane et les autres membres de la mission ont eu des échanges avec les populations sur plusieurs questions, dont la sécurité, la cohésion sociale et tant d'autres questions d'intérêt général. Retour à Bamako, un mot de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les travaux font le bilan de la mandature 2023-2025 à l'ordre du jour, examen du rapport d'activité, projet de programme d'activité et budget pour 2026. Abdul Karim Kaba, reportage. À quelques jours de la session élective, le monde du secteur privé se retrouve à l'occasion de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Pour le président Mandjou Sempara, cette session se tient dans une bonne atmosphère. Il salue les réalisations faites par la fêtière des commerçants et industriels du Mali. D'abord, on connaît à Jamana développement il n'a pas faire que aller passer na ka sugudo kulukoro bon antara segu fana ka hakili jagabo ke am se ga industrie chaman se ga jamana kono sugu muna bon antara fana délégation berajele na nye faire que pour que am se ka o chamro équipé sugu muna nyulu be ka konana. Il poursuit son intervention en rappelant les résultats obtenus par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de 2023 à 2025. Vraiment ni so jabene na ka fo anye bara chaman kun damne o damne nyena kosebe ni ala sonama à l'avant fana bik ekibukura na tawfe inshallah. C'est dans un ton familier et décontracté que le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est adressé aux opérateurs économiques. On a besoin des champions d'entreprise. On a besoin des initiateurs, des créateurs, des porteurs de projets, des créateurs d'emplois. C'est de cela qu'on a besoin pour qu'à la Chambre du commerce et au gouvernement, au niveau du secteur privé, que nous ayons une capacité d'analyse, une capacité de diagnostic et une capacité de proposition pour porter notre économie. L'occasion était bonne pour le ministre Moussa Alassane Diallo d'évoquer la trilogie pendant ce mois de Ramadan, la disponibilité, l'accessibilité et le maintien des prix en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Et il est porté à la connaissance des opérateurs économiques du district de Bamako dans ce communiqué qui sont inscrits sur la liste électorale que le vote pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali se tiendra ce dimanche 22 février 2026 à la mairie du district de Bamako. À l'heure d'ouverture des bureaux de vote, 8 heures pile, heure de fermeture des bureaux de vote, 18 heures. Voilà. Je vous invite à présent à visiter le Dougoutigui Blon ou le vestibule des légitimités traditionnelles de Kouloukoroba et ses bâtiments annexes qui sont complètement réhabilités. C'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sianogo. L'infrastructure, je vous le rappelle, socioculturelle vise à valoriser les autorités coutumières pour une gouvernance à la base. Boubacar Sissoko, Amadou Chokari étaient de la visite. Ils nous font le point. En prélude à l'inauguration du vestibule de légitimité traditionnelle en vue, le gouverneur de région veut s'assurer si les travaux de construction de l'infrastructure ont réellement pris fin. Le chef de l'exécutif régional était visiblement satisfait de l'ouvrage dont la première pierre a été posée le 15 janvier 2025 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les travaux sont finis et le délai contractuel a été respecté. C'est le lieu de remercier, de féliciter l'entreprise et l'architecte qui avait en charge ce dossier. Je voudrais aussi rappeler que ce vestibule est le symbole de la gouvernance à la base.
Parce que comme vous le savez, le président de la transition, son excellent général d'armée, a fait des légitimités traditionnelles un pilier de gouvernance au Mali. Il les a révalorisées déjà à travers ce vestibule. Les légitimités traditionnelles de Koulikoro auront un siège. Cette infrastructure socioculturelle allie modernité et tradition. Elle vise à redorer le blason de nos autorités coutumières afin de leur donner toute leur place dans la gouvernance locale. Je pense que à travers également ce vestibule, les plus hautes autorités vont se réengager à jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu. Après la réception des certificats et des insignes qui les distinguent des autres Maliens, et place est donnée aujourd'hui aux vestibules qui sont construits, et je pense qu'il va y avoir d'autres moyens alors qui vont les valoriser davantage. Il ressort également de la visite du vestibule que l'entreprise a respecté le délai contractuel de 2 ans. Un tour à présent sur la piste d'atterrissage de la 8e région, réhabilitée aussi. Et nous retrouvons Sidi El Midi, Ag Al-Baka et Moussa Togo. Après 3 jours d'intenses travaux, la piste d'atterrissage de Kidal est désormais prête à accueillir les aéronefs. Suite à la mobilisation des autorités régionales, cette infrastructure essentielle retrouve toute sa fonctionnalité grâce à un élan patriotique historique enclenché par le général de division Al-Haj Gamou, présent en première ligne pour galvaniser les forces vives de Kidal. La piste est complètement opérationnelle. Donc ça va conduire maintenant au désenclavement de la ville de Kidal, ce qui va permettre aux humanitaires d'intervenir, de venir à Kidal, d'avoir un accès plus facile, un accès aérien plus sécurisé. Cette remise en état rapide témoigne de la mobilisation des autorités administratives, des équipes techniques et des acteurs locaux engagés pour réouvrir les portes de Kidal au reste du monde. Avec maintenant la vision de notre gouverneur, et il a eu cette initiative d'ouvrir cette piste et de faciliter le vol, ce qui va permettre libre circulation des personnes et permettre le développement de la région également. Les FAMA ont joué un rôle déterminant pour la sécurisation de la piste afin de garantir des conditions d'atterrissage optimales. Cette infrastructure joue un rôle essentiel pour l'acheminement des personnes, des biens et de l'aide dans une région où le transport aérien demeure un moyen vital de désenclavement. Et fin du festival de brassage culturel de Koutiala. L'événement a enregistré près de 260 exposants et attiré de nombreux visiteurs nationaux et internationaux. Des activités de promotion culturelle, commerciale et touristique au menu de ce festival. Brahima Kone et Boubacar Sidibé pour le compte-rendu. 7e édition du festival de brassage culturel et artistique de Koutiala FECAC. L'événement a fait l'objet d'une effervescence créée à travers des prestations d'artistes. Le FECAC a commencé ici à Koutiala en 2019 et c'était à l'époque un rêve qui s'est transformé en réalité. Oumar Bardambele, maire de la commune urbaine de Koutiala, nous a rassuré dès le début qu'on pourra tenir ce festival et l'accompagnement des autorités locales ne fera jamais défaut et ça n'a jamais été un défaut depuis qu'on a commencé jusqu'ici. La commune urbaine de Koutiala croit fermement au potentiel de ces jeunes et demeure engagée à soutenir toutes les initiatives favorisant l'engagement citoyen, la créativité, l'entrepreneuriat culturel et la participation de la vie communautaire. Avec près de 260 exposants, cette 7e édition du FECAC est perçue comme un rendez-vous culturel et économique du donner et du recevoir. Nous demandons à la population d'en faire le FECAC comme étant également leur activité. Une activité annuelle et que chacun s'y mette pour que nous puissions avoir dans les jours à venir un grand festival. Sous les thèmes évocateurs
Jeunesse, culture et citoyenneté pour un Mali uni. Cette édition place la jeunesse au cœur des réflexions et des actions. Être citoyen, mais aussi s'engager activement pour le développement de nos communautés. La foire d'exposition des produits locaux et importés, l'animation assurée par une dizaine d'artistes et le concept Yalatour permettant de visiter les lieux touristiques et culturels sont entre autres grandes activités menées pendant cette 7e édition du FECAC. Le FECAC a une importance capitale sur le plan social d'abord, sur le plan économique et sur le plan culturel pour la région de Koutiala. Le festival permet à une localité de s'affirmer, de s'identifier, de s'exprimer et de mettre en valeur la culture. Le FECAC s'érige en un espace d'échange, de promotion du patrimoine culturel, de la paix et de la cohésion sociale, toutes choses qui contribuent au développement de la ville de Koutiala. Et nous disons un grand bravo à la brigade de recherche du commissariat du 1er arrondissement de Caille. Elle vient de saisir plus de 150 briques de chanvre indien d'une valeur de 18 millions de francs CFA dissimulées dans 3 valises en transit vers un pays voisin. Mamadou Diallo nous donne plus de détails. La lutte contre la circulation de la drogue et autres stupéfiants connaît un coup d'accélérateur à Caille. Dans la nuit du 15 au 16 février 2026, la brigade de recherche du commissariat du 1er arrondissement de Caille a saisi une importante quantité de chanvre indien, à peu près 151 briques d'une valeur de 18 millions de francs CFA. C'était au poste de contrôle de Alahina, situé à 10 km de Caille. Dans la vérification, on a trouvé qu'il y avait 3 grosses valises remplies de chanvre indien. Dans ces 3 grandes valises, 2 valises contenaient 52 par valise et l'autre 47. Donc tous remplis. Le taximan devait l'amener à Gakoura. De Gakoura, il devait traverser le fleuve. Donc la valeur même de ce produit-là va jusqu'à les 18 millions et poussière. Ça se consomme ici. C'est pourquoi nous avons fait de ça notre cheval de bataille. Le directeur régional de la police de Caille a félicité et salué le travail abattu des éléments du commissariat de police du 1er arrondissement de Caille. Je suis venu aussi pour remercier les hommes, particulièrement le commissaire par rapport à son dynamisme, pour avoir saisi une telle quantité. Évidemment, Caille est envahi maintenant par des trafiquants de drogue. C'est devenu un point de vente et puis un point de consommation. Puis Caille est entouré aujourd'hui par des mines qui est en train d'impacter aujourd'hui la ville de Caille à travers la consommation de la drogue. Donc il est important aujourd'hui de se lever, de mutualiser nos forces aujourd'hui pour lutter contre ce fléau. Rappelons que cette saisie importante a pu être possible grâce à une information anonyme. Sur ce prend fin ce journal. Je vous retrouve demain à 20h45. Excellente suite des programmes en compagnie de votre télévision nationale et un grand merci à nos téléspectateurs de Kanidi, de Diboli et de Sandari. Bonsoir à tous.